Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Les titres. La direction des examens et concours a procédé ce samedi à la délibération des résultats du BEPC session de juin 2025. 77,25% de réussite enregistrée au plan national. Une délégation officielle de la République gabonaise a été reçue par le président de la Cour constitutionnelle du Bénin vendredi dernier. Objectif, s'inspirer de l'expérience béninoise en matière de gouvernance électorale et de fonctionnement des juridictions constitutionnelles. Le programme alimentaire mondial a dévoilé au Bénin il y a quelques jours à la presse béninoise ses opérations. Retour sur cette actualité dans ce JT des JT. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à tous. Les résultats de l'examen du BEPC 2025 ont été rendus publics samedi 5 juillet 2025 par la direction des examens et concours. 77,25% est le taux de réussite. Plus de détails à travers cet élément signé SRTB. Candidat admissible 99 140. Taux d'admissibilité 77,25%. Session de remplacement. Candidat inscrit 45. Candidat présent 40. Candidat admissible 13. Taux d'admissibilité 32,50%. Le taux de réussite pour l'année 2025 est ainsi de 77,25%, en progression par rapport à l'année 2024 qui a été de 73,74% et par rapport à l'année 2023 qui a été de 69,21%. La consultation des résultats sur la plateforme e-Résultats se fera ce jour, samedi 5 juin 2025, à partir de 15 h. Parlons d'examen, d'un examen à un autre. La correction des copies du baccalauréat 2025 a démarré le 30 juin dernier. Comment se déroulent les travaux? Pour en savoir davantage, les ministres des enseignements secondaires et supérieurs ont effectué une visite surprise au centre de correction du CEG Godomé jeudi dernier. Le point de leur visite avec la SRTB. Une visite qui souligne l'importance de cette étape décisive de l'examen du baccalauréat, la correction. Pendant que les enseignants correcteurs évaluent les copies des candidats, une délégation guidée par les ministres en charge de l'éducation se pointe. L'équipe parcourt chaque salle de correction. Les ministres tiennent à constater elles-mêmes l'avancement des travaux. Nous sommes ici dans le centre de correction de Bégamé. Et nous avons fait le tour des sous-commissions de correction. Et nous pouvons vous dire qu'après ce tour, nous avons vu les correcteurs très assidus, très concentrés sur leurs copies. Et le sérieux que cela dégage nous rassure de ce qu'à l'issue de cette phase, nous aurons de très bons résultats. La délégation échange avec les correcteurs sur leurs conditions de travail et les difficultés rencontrées. Les copies soigneusement anonymées sont vérifiées sous haute surveillance. Ce sont des personnes très responsables
conseillers pédagogiques, inspecteurs, et qui tiennent la classe de terminale. De façon, on peut dire informelle, nous avons essayé de voir si par rapport à l'année dernière, il y a une progression et globalement partout, la réponse a été oui. Aux candidats, les autorités lancent un message de patience et de confiance. Les premiers résultats devraient être connus d'ici une semaine. L'année 2026 marquera un tournant historique pour le Bénin. Pour la première fois, le pays organise les élections générales, fruit de réformes politiques récentes. En janvier 2026, les électeurs choisiront en une seule journée leurs conseillers communaux, maires, délégués de quartiers et de villages. 3 mois après, en avril plus précisément, le scrutin présidentiel viendra clore ce grand rendez-vous électoral. À moins d'un an de l'échéance, l'incertitude plane. Peu de candidatures officielles, peu de visages connus. Quelle lecture font les citoyens de cette nouvelle configuration? ESAE-TV a recueilli des impressions de quelques-uns pour vous. Suivez plutôt. Ça nous a épaillé des candidatures fantaisistes qu'on voit à l'approche des élections. Et ça nous a permis de conscientiser l'administration béninoise. C'est-à-dire, à l'approche des élections, tout le monde déserte l'administration. Et quand tu vas dans un bureau, et bien que ce que tu veux faire, ce que la pièce ou quelque chose que tu veux dans les administrations, bien que c'est important pour toi, on te dit que non, il s'est levé. Il laisse le travail et pour s'occuper du terrain. Alors que le président, notre président de la République, bien qu'il soit au pouvoir et qu'il est politique, nous voyons comment, jusqu'à quelques mois des élections, nous voyons comment il ne se lasse pas. Il continue de lancer les travaux. Il fait les choses. On ne sent même pas que c'est un président qui s'en va. C'est ça qui amène d'autres à dire que est-ce qu'il va partir. Et il ne fait que montrer aux gens au jour le jour que lui, il est partant. Et pourtant, les gens ne croient pas. Ça nous a amené beaucoup de choses. Ça a fait que l'argent des mécènes, c'est-à-dire les gens qui ont un peu d'argent, au lieu de s'occuper d'autres choses, ils amènent l'argent dans la politique parce qu'ils savent que quand ils vont amener l'argent, que ce n'est plus, en ce moment-là, ce n'est pas l'affaire des partis politiques, c'est l'affaire des individus. Ils amènent l'argent pour corrompre des gens et pour se porter candidat. Avant, même en 2 ans des élections, il y a des gens qui se prononcent. Tu vas commencer par voir, ils vont partager les prospectus, les habits, l'argent va commencer par circuler dans le pays. Ce qui n'est pas du tout le cas. Mais ils ont voté une loi et c'est la loi qui parle maintenant que 6 mois avant les élections. Nous, on est au-dessus de la loi. On doit respecter la loi. Mais selon nous-mêmes, ça ne nous arrange pas dans le pays. Parce que c'est pour la première fois qu'on est en train de vivre ça. Ça ne nous arrange pas. Les partis politiques travaillent, leur staff travaille. Donc ils sont en train de présenter, de préparer déjà les candidatures. Donc ce qu'on observait avant, c'est un peu changé. On ne peut pas dire que c'est mauvais. Puisque avant, en réalité, les présidents ne faisaient pas 10 ans. Ils font à peine 9 ans au pouvoir. Et la dernière année, on prend ça là pour la politique. Donc pour cette fois-ci, le président Taron, son excellent le président Taron, lui, il a dit non. Donc c'est sa vision à lui. On va voir maintenant peut-être au finish, qu'est-ce que le pays en tire comme bénéfice. Au moins l'administration travaille. Tous les secteurs travaillent. Si tu veux faire la politique, tu fais la politique après. Donc comme il venait de dire par rapport au calendrier de la Sénat, on a dit d'attendre d'abord en octobre pour qu'on ait les évolutions, les meetings, les réunions, les ceci là. Donc attendons pour voir. Il y a dans le week-end, mais rentrer dans les staffs là, il y a leurs réunions, ils se réunissent et ils se parlent. Il y a toutes les stratégies. Il y a actuellement, vous voyez ce que nous on assiste actuellement. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement politique. Vous voyez les débauches, non? Il y a les démissions et les nouveaux adhérents. Donc vraiment au niveau politique, là, c'est seulement au niveau de la population qu'on ne sent pas l'effervescence ou bien le goût de se lancer dans la politique. Ce que nous souhaitons, c'est que beaucoup de gens vont se prononcer. Beaucoup de gens que nous allons les reconnaître.
savoir celui que nous voulons apporter, celui qui va nous diriger à partir de 2026. On va le connaître davantage. Et dans tout ça là, bon, tout le monde, hein, les enfants, les élèves, surtout nous sommes à la fin des rentrées maintenant. Il y a les tournois qui vont commencer. Ceux-là, ils vont commencer par circuler, organiser des tournois dans les villages. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ça agit sur nous, les populations à la base. Ça agit sur nous. Aujourd'hui, il y a de nouveaux chantiers qui se lancent. C'est comme s'il veut finir les 10 ans résolument au pouvoir. Donc, on va lui concéder ça. Si c'est bon, prochainement, nous allons demander à son successeur aussi d'adopter de pareilles choses-là. Sinon, voilà qu'il y a aussi les élections générales. On ne peut pas dire chaque année, 2 ans, faire élection et ne pas travailler. Donc moi, je trouve que cette option, c'est bon. Maintenant, attendons octobre. Si en octobre, on ne nous permet pas pour encore aller se lancer là, ça deviendra autre chose. Là, on va voir que ce n'est plus alors le travail ou bien travailler qui interdit ça. Donc peut-être qu'il y a d'autres intentions derrière. Dans le cadre d'une mission d'échange d'expérience, une délégation officielle de la République gabonaise conduite par M. Rahim Tchan Ingibi, conseil diplomatique du ministère de l'Intérieur du Gabon, a été reçue dans l'après-midi du vendredi 4 juillet dernier par le président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa. La visite s'inscrit dans une dynamique de coopération sud-sud vise à s'inspirer de l'expérience béninoise en matière de gouvernance électorale et de fonctionnement des juridictions constitutionnelles. Plus de détails dans cet élément. Le président de la Cour constitutionnelle du Bénin nous a fait le très grand honneur de nous recevoir et nous souhaitons solennellement lui redire notre profonde gratitude pour le temps qu'il a voulu nous consacrer. Le Gabon, notre pays, est engagé dans un vaste programme de réforme à l'issue des événements qui se sont déroulés le 30 août 2023 et la transition qui a duré un peu moins de 2 ans. Depuis donc, un vaste programme de réforme est initié. Il s'agit pour nos autorités, pour le Gabon, de réformer le champ politique, le système démocratique, et d'en faire un système démocratique ouvert, inclusif, ouvert aux femmes, à la jeunesse et à toute la classe politique. Nous aurions pu, au Gabon, nous contenter d'une conférence interne, d'une assemblée interne pour réfléchir sur le modèle de démocratie qui est souhaité par la population gabonaise, mais il a été souhaité que les autorités gabonaises prennent connaissance de ce qui se fait dans les autres pays, les pays voisins. Et nous sommes venus ici pour nous imprégner, pour nous abreuver de l'expérience béninoise qui est très connue, l'expérience démocratique très riche. On connaît toutes les alternances. L'ouverture béninoise, elle est bien connue. Nous aurions été surpris plutôt que le président de la Cour constitutionnelle se montre fermé et ne soit pas disposé à partager la riche expérience qui est la sienne et celle de la Cour constitutionnelle béninoise. Bien au contraire, il s'est montré tout à fait ouvert et d'ailleurs nous sommes là sur le chemin pour poursuivre les discussions plus techniques avec ses collaborateurs. Donc c'est une ouverture qui nous satisfait pleinement. Nous sommes heureux d'être ici et d'avoir rencontré M. le Président. Le Bénin tient désormais les rênes du comité de pilotage du projet Suède Plus avec la ministre Véronique Toye-Fodé. Elle est élue à l'occasion de la 8e session ordinaire du dit comité. Plus de détails à travers cet élément signé SRTB. Véronique Toye-Fodé, vice-présidente sortante du comité régional de pilotage du projet Suède Plus, désormais présidente de l'instance. Elle a été élue par ses pairs pour un mandat d'1 an. Je prends l'engagement de poursuivre l'œuvre entamée, si bien menée par mon prédécesseur, Monsieur le ministre de la Santé du Burkina Faso, que je vous prie d'ovationner pour tous les efforts consentis. Loin d'être une simple transition, cette nouvelle phase de notre engagement régional devra consolider les acquis du projet Suède, tout en innovant à la hauteur des ambitions portées par le Suède Plus, mais encore plus largement, c'est-à-dire toutes les initiatives qui visent à autonomiser les filles et les femmes. Je voudrais vous rassurer que notre pays, le Bénin, en assurant la présidence
saura mettre à profit ses capacités organisationnelles, sa tradition d'hospitalité et sa diplomatie constructive pour faire progresser les objectifs du SWED+. Une ambition qui rassure et qui va aider à impacter davantage de jeunes filles et de femmes en Afrique. Avec elle, nous sommes sûrs que le comité régional de pilotage va se bonifier, va très certainement engranger plus de résultats, va relever les défis qui se posent encore à nous. La vice-présidence du comité régional de pilotage du projet est assurée par la ministre de tutelle du SWED+, Sénégal. La deuxième phase du programme d'appui à la qualité de l'éducation PAC 2 a été officiellement lancée le 1er juillet dernier et fruit de partenariat entre la coopération suisse, l'UNICEF, la Fondation Graines de Paix ainsi que les ministères des enseignements maternels, primaires et secondaires techniques de la formation professionnelle. Ce programme vise à améliorer la qualité de l'éducation dans 6 départements du Bénin. Pour plus de détails, suivez cet élément signé ESAE TV. Au nom de Monsieur le ministre des Enseignements maternels et primaires, je déclare officiellement lancées les activités de la phase 2 du programme d'appui à la qualité de l'éducation PAC 2. Lancement officiel de la deuxième phase du programme d'appui à la qualité de l'éducation PAC 2, financé par la coopération suisse avec ses partenaires, l'UNICEF et la Fondation Graines de Paix. Ce projet vise à améliorer la qualité de l'éducation et les résultats de l'apprentissage au niveau de la formation à la base au Bénin, un secteur clé pour la coopération suisse. L'éducation est pour la Suisse non seulement un droit fondamental, mais un levier majeur de transformation sociale, économique, politique. Elle est aussi un investissement stratégique dans la justice et l'inclusion et pour la paix. C'est donc dans cet esprit que nous poursuivons ce partenariat pour consolider les acquis de la première phase du PAC, une phase qui avait permis de toucher entre 2019 et 2024 un total de plus de 2 millions d'élèves, dont 50% de filles, répartis dans 1820 établissements scolaires des départements du Borgou, de la Liborie, de la Takora, de l'Atlantique et du Zou. Le PAC 2, qui fait suite au 1, organisé en étroite collaboration avec le ministère des enseignements maternels et primaires et le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, est prévu pour durer de 2024 à 2028 et va intervenir dans 6 départements, à savoir le Borgou, la Liborie, la Takora, la Donga, le Zou et le Koufo. Cette phase vient confirmer les acquis de la première phase. Les résultats produits dans la trajectoire de l'accompagnement de notre État sont perceptibles et impressionnants. Que CPTF trouve ici la marque de la profonde gratitude du ministre des Enseignements maternels et primaires, chef de file des ministres en charge de l'éducation. La phase 2 du PAC s'inscrit dans la continuité de ces acquis avec des ambitions encore plus affirmées. À travers ces objectifs qui sont clairement exprimés, des résultats durables sont attendus, à savoir consolider les compétences pédagogiques dans plus de 3640 écoles de la zone d'intervention, offrir un environnement scolaire protecteur, sécurisant et sécurisé, garantissant un accès équitable à l'éducation de tous les enfants. Pour cette phase du programme d'appui, les ambitions sont grandes avec plusieurs innovations. À la phase 2, nous ambitionnons d'impacter 1 741 000 élèves âgés de 5 à 18 ans, dont au moins 50% de filles, y compris les enfants en situation de handicap et de vulnérabilité, de toucher aussi 39 500 enseignantes et enseignants du primaire, de former 600 conseillers, conseillères pédagogiques, inspecteurs et inspectrices du primaire et du secondaire,
Il y a aussi comme innovation le renforcement de la prévention des conflits et de la réponse éducative en contexte d'urgence. Il y a l'appui direct au ministère de l'Éducation pour un pilotage plus efficace et l'institutionnalisation des approches de la phase 1 avec la coordination ministérielle. Comme autre innovation, nous avons l'intégration des dimensions de genre, d'inclusion sociale, d'éducation à la paix. Et enfin, l'adoption d'une approche multi-acteurs pour la qualité des apprentissages et l'éducation à la paix. Des présentations ont permis de comprendre les différents axes de ce programme. Le PAC 2 s'est donc activé pour le mieux-être de l'éducation au Bénin. L'attaquant béninois et capitaine des Guépards Steve Mounier rejoint officiellement la grande famille de l'UNICEF en tant que champion engagé pour la cause des enfants. Une distinction saluée lors d'un point de presse tenu le 2 juillet dernier et marquée par la signature d'un accord entre le footballeur et le représentant résident de l'UNICEF au Bénin. Ces impressions ont été recueillies par ESAE TV. Merci. Toute l'équipe de l'UNICEF, encore une fois, à remercier M. Nyang et Dorothée qui m'ont accompagné jusqu'à cette nomination. Pour moi, c'est un très grand honneur d'être nommé champion des enfants aujourd'hui. Il faut dire que de toute ma carrière, j'ai eu à cœur de pouvoir avoir aussi des causes, des causes charitables et de par aussi mes actions personnelles. Aujourd'hui, de faire partie d'une organisation comme l'UNICEF, ça augmente encore plus mon engagement auprès du peuple béninois. Et pour moi, c'est un très grand honneur de faire partie de cette immense famille qu'est l'UNICEF. Comme je l'ai dit plus tôt aussi, j'ai hâte de faire des actions sur le terrain et de pouvoir rencontrer les populations, de pouvoir justement aider les enfants. Aujourd'hui, je suis aussi champion, mais je viens aussi pour apprendre. Je ne connais pas toutes les problématiques liées aux enfants qu'il y a au Bénin. Et pour moi, de faire partie de l'UNICEF, c'est un moyen d'apprendre et de pouvoir contribuer à aider pour que ces jeunes enfants aient une vie meilleure. Et moi, concrètement, je suis à la disposition de l'UNICEF pour toutes les actions qu'ils souhaitent mener dans la mesure du possible. Voilà, comme vous le savez et comme M. Nang l'a dit, en tant que footballeur, on a un calendrier qui est assez chargé et qui nous laisse une période de vacances seulement au mois de juin. Donc c'est très certainement sur cette période-là que je pourrais mener des actions sur le terrain. Mais après, en parallèle, il y a des actions sur les réseaux sociaux, profiter de ma notoriété sur les réseaux sociaux pour pouvoir promouvoir les messages de l'UNICEF. Donc en gros, ce sera cela mon rôle de champion. Le message aux enfants que je souhaite donner, c'est que moi, en tant que footballeur et avec l'UNICEF, on va tout faire, on va tout mettre en œuvre pour essayer de les accompagner au mieux pour qu'ils aient un avenir meilleur. Le PAM, Programme alimentaire mondial, a présenté ses opérations à la presse béninoise. C'était au cours d'une conférence de presse tenue jeudi 3 juillet dernier. Au cours de cette rencontre, Ali Ouattara, représentant du PAM au Bénin, a décliné les 5 piliers du programme. Des propos recueillis par ESAE TV. Distribuer des vivres, soutenir les familles déplacées et faire en sorte que personne ne soit laissé de côté. La toute première activité qui constitue l'appui aux personnes vulnérables, n'est-ce pas? C'est ce que nous appelons le volet urgence. C'est ce que nous remarquons au nord avec les personnes déplacées qui reçoivent l'assistance alimentaire. Nous avons aussi un volet qui concerne l'alimentation scolaire qui est encore maintenu, qui l'appui direct en termes de repas scolaires au niveau des écoles. Il y a également l'appui aux petits producteurs qui continue, qui fait de façon intégrée pour pouvoir assurer la disponibilité des denrées pour les enfants. Nous avons un volet, nous avons indiqué que nous avons aussi le volet résilience qui a été introduit pour pouvoir permettre aux communautés de produire des actifs productifs et se prendre en charge en cas de choc, améliorer donc leurs besoins nutritionnels, améliorer donc leur livelihood, donc les moyens d'existence. Il y a également, en termes de renforcement des capacités, nous avons noté que nous sommes également disponibles pour apporter un appui technique
chaque fois qu'il y a des besoins, au gouvernement et aussi à d'autres acteurs. Nous appelons ça la livraison des services. La livraison des services qui est une dernière composante qui peut permettre, par exemple, lorsque le gouvernement, on l'a noté tantôt, pense qu'à un moment donné, on n'arrive pas à trouver suffisamment de denrées au niveau local pour appuyer nos opérations. Ils peuvent approcher les PAM du fait de nos canaux d'approvisionnement pour nous demander de les aider à assurer l'importation, l'achat des vivres et mettre à leur disposition. Nous pouvons aussi, du fait de notre capacité logistique, être sollicités soit par le gouvernement, soit par d'autres acteurs. Ça se fait souvent, par exemple, avec la Croix-Rouge qui dit, bon, est-ce que vous pouvez nous aider à assurer les aspects logistiques pour les commandes, des livraisons de certaines... Donc ça, c'est un pilier également à part. Donc la livraison des services, qui est un pilier qui est fondamental aussi pour nos interventions, qui a été introduit pour pouvoir assurer aussi notre disponibilité à accompagner les acteurs humanitaires et le gouvernement de façon globale. En titre d'exemple, il y a certains pays où nous avons des avions qui assurent donc les liaisons à des zones les plus difficiles afin que les acteurs humanitaires puissent joindre ces localités-là pour la mise en œuvre de leurs activités. Voilà de façon à ramasser un peu les activités que nous sommes en train de mener. Et c'est un peu ça. Et ça, c'est des piliers. Et dans ces piliers, maintenant, il y a des produits. Il y a des produits qui sont spécifiques, qui sont là. Et quand j'ai parlé de la nutrition ne constitue pas en tant que telle. Elle a été introduite aussi comme un support à des activités que nous devons mener. Du fait donc de l'importance accordée à ce secteur-là par le gouvernement. Parlons toujours du PAM. Il a également été question d'exposer les défis et perspectives du dit programme au Bénin. Quand je prends le cas de l'alimentation scolaire, les questions de défis logistiques, les questions de fluctuation des prix des denrées, vous avez suivi qu'à un moment donné, l'année dernière, après les récoltes, il y a eu des augmentations des prix qui ne pouvaient pas s'expliquer. 41% d'augmentation du prix du maïs juste après les récoltes, c'était compliqué. Ça a entraîné la suspension de l'exportation des produits vivriers, suspension qui vient d'être levée hier, n'est-ce pas? Donc c'est un suivi continu pour pouvoir adapter les décisions au contexte et assurer un meilleur suivi des populations. Défi au niveau, donc, par exemple, quand je prends la question d'urgence, il y a l'identification des personnes déplacées. Vous savez, quand il y a une assistance, chacun veut recevoir. Donc la question de ciblage constitue aussi souvent un défi pour nous assurer que la personne qui bénéficie de l'assistance est celle qui doit en bénéficier. Donc c'est un certain nombre de défis qui sont là. En termes de perspective, peut-être juste pour terminer sur ce point-là, on a essayé de montrer que nous sommes dans un processus d'innovation. Les derniers graphiques qu'on a présentés, les derniers graphiques-là avaient aussi ce volet d'intégration de nos activités. Nous essayons de voir comment est-ce que, à partir de maintenant, toutes les activités que nous allons entreprendre, comment est-ce que ces activités s'imbriquent les unes dans les autres pour produire le maximum d'effets possibles. Et la question de transfert monétaire constitue une des perspectives que nous sommes en train de mettre en place. C'est tout nouveau. Nous l'avons mis en œuvre dans 70 écoles, n'est-ce pas? Et nous essayons de progresser en augmentant. Les questions de nutrition. Nous avions dans l'ancien programme la nutrition qui était transversale, n'est-ce pas? Donc il n'y avait pas un socle, un pilier spécifique à la nutrition. Donc dans les perspectives, nous avons, dans cette modification, nous avons intégré la nutrition comme étant un élément fondamental de nos interventions pour aligner, pour répondre donc aux préoccupations, comment est-ce qu'on collabore avec le gouvernement, pour aligner cette stratégie-là avec les priorités définies par le gouvernement et notamment le grand projet des 1000 jours que le gouvernement est en train de mettre en place. Donc nous avons ces volets-là, nutrition qui est là. La question de durabilité, alors vous assistez 3 mois, qu'est-ce qui devient après? Pour prendre aussi cet aspect en compte, nous avons introduit également un pilier central qui est la résilience dans nos activités qui vont venir en termes de perspective pour assurer que les communautés arrivent à créer des actifs productifs qui leur permettent de générer des revenus pour améliorer leurs moyens d'existence. Donc il y a aussi ces activités qui sont en perspective.
L'opérateur mobile MTN a procédé à une augmentation des tarifs liés aux transactions Mobile Money. Ce changement effectif depuis quelques jours suscite déjà de nombreuses réactions parmi les usagers. Dans plusieurs localités, les citoyens constatent une hausse de frais appliqués aux transferts et retraits. Pour certains, cette décision vient alourdir davantage leur quotidien déjà marqué par des difficultés économiques. D'autres s'interrogent sur les motivations réelles de cette révision tarifaire. En attendant une communication officielle ou plus détaillée de MTN du réseau, ESA TV a recueilli quelques avis pour vous. Suivez plutôt. Les populations sont des grands consommateurs de ce service. Normalement, avant d'augmenter ces tarifs, on devait nous sensibiliser d'abord. On devait nous sensibiliser, nous dire qu'à partir de dans ce mois, le mois prochain ou bien telle date qui veut augmenter les tarifs. Ce qui n'est pas le cas. C'était hier que moi j'ai fait le constat sur les réseaux sociaux et ils ont dit que ça va prendre, ils veulent mettre ça en vigueur à partir d'aujourd'hui, vendredi 4. Nous avons retrait 1000 francs, 100 francs. Et quand tu te commences pour le poler, je suis tu es 1000 francs, on va venir. Il y a des connus, on va venir. Tu es calé à 125 kg. Donc, nous, le système pour nous, il y a un petit réseau d'arrêt. Le réseau d'arrêt, nous, ici, bon, il y a tout il y a un compte de tout village. Donc, maintenant, il y a un ménage qui va quoi. Déjà, le taux était élevé. Néanmoins, on essaye de faire la gérance comme ça. Maintenant, on vient de lancer une augmentation de 3% là. Ce que moi je veux leur dire, c'est uniquement d'attendre à ce que nous qui avons notre argent en stock là, on récupère d'abord avant qu'ils ne commencent pas à appliquer leur taxe là. Donc l'argent qui est dedans, ce qui est sûr, ils ne verront plus personne dans leur affaire de Mumbai ou consort là. Ils ne verront plus personne. Ils ont annoncé le truc 24 heures ou 72 heures à l'avance par les réseaux sociaux. Et automatiquement, aujourd'hui, ils ont commencé. Moi, j'ai fait des retraits, aujourd'hui, ils ont enlevé. Ça m'a étonné. Mais je dis, le président des consommateurs, là, il est où est-ce qu'il est au courant? Mais on n'entend pas ça jusqu'à présent. Je ne sais pas ce qui se passe. Parce que s'il y a quelque chose comme ça, il réagit promptement par rapport à ces situations. Jusqu'à présent, on n'entend pas ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est au courant? Personne ne sait pas sérieux ça. Les consommateurs, ils nous vendent de lait et puis ça veut dire, ils nous grugent. C'est pas sérieux. Mais après goni nous est tombé. Ça est mal donné les mêmes au village. Déjà 100 francs de nos idées d'ailleurs les coins de nos dédos. Après on dit nous minda yo. Et qu'on peut nous minda. Bon, aïe mais c'est vous le na comment les coups. Bon mais aïe vous non malgré ça. Et déjà après gona ngbe pour était son ami temps de vous minide. Après mi-temps de ro. Quand on minda yo. Minide sian. Dion, des gokwana Dion. Après mi-temps de ro compte minda il est. Mina retiré kodo. Tarif étant et d'augmenter encore. Ça fait aller. Le fin de Dion, il y a quoi de voir de fide d'ailleurs. Bon mon domaine en blonde na. Bon quoi juste ou abo da ko compter ba économique ton fine. Bon mon domaine en blonde na. A déjà retiré Dion quand on a zondo parce que dernier des frais de retrait beaucoup quelques-uns. Comment comprendre que une entreprise dit du non à 72 heures du lancement envoie des messages sur les portables pour dire qu'il veut augmenter les frais. Et ceux qui ne savent pas lire ni écrire, comment ils vont comprendre ça là? Non, on ne sait pas. Et mieux encore, la CEP qui régularise tout ça là ne dit rien jusqu'à ce qu'on commence par prélever des frais. Quand ça commence comme ça, on ne sait pas là où ça se termine. Ça veut dire que d'un jour à l'autre, ils vont nous prélever 200, 500 par retrait. Et c'est dommage. C'est dommage. Ailleurs, on ne trouve pas ça comme ça. C'est toujours Bénin qu'on voit ce genre de décisions-là. Sensibiliser pour un cadre de vie, c'est l'objectif de l'Agence béninoise pour l'environnement qui a organisé il y a quelques jours une soirée. Plus de détails à travers cet élément signé SRTB. Sensibiliser et faire connaître ses actions.
Tels sont les objectifs de cette première session de la soirée de l'environnement initiée par l'Agence béninoise pour l'environnement. Nous avons beaucoup évolué au niveau des études d'impact. Beaucoup de rapports ont été étudiés et plusieurs promoteurs ont obtenu les certificats de conformité environnementale et sociale qui est le visa environnemental qui permet d'avoir l'autorisation d'exercer ou bien de mettre en œuvre son projet. Donc, il y a aussi les audits environnementaux qui ont beaucoup évolué. Ça ne cesse d'augmenter d'année en année. Donc, à chaque année, l'ABE se met en défi pour aller encore plus loin parce que nous avons un grand rôle à jouer. Cette soirée a été principalement meublée par 2 communications, notamment celle portant sur la place de l'intelligence artificielle dans la gestion de l'environnement. L'IA est un outil puissant qui permet aujourd'hui d'optimiser la protection, le développement et la sécurité dans le secteur environnemental. Voilà, donc aujourd'hui, c'est grâce à l'IA, on peut avoir des informations prédictives et aussi prendre la décision. En termes de logiciel, c'est un programme, c'est un algorithme, donc ça peut être virtuel, mais la réalité, c'est que l'IA nous suit, c'est une aide à la décision. Des décisions que seul on ne pourrait pas, parce qu'avec les yeux physiques, on ne verra pas, mais les données, les capteurs aujourd'hui permettent de produire des résultats extraordinaires. Prendre soin du cadre de vie incombe à chaque citoyen pour garder un environnement sain pour les générations présentes et futures. L'ARMP, Autorité de régulation des marchés publics, a procédé le 30 juin dernier au lancement officiel d'une série de 3 sessions de formation stratégique au profit de certains acteurs clés de la commande publique au Bénin. Cette cérémonie solennelle s'est tenue dans les locaux du tout nouveau centre de recherche de formation et de documentation de commande publique créé par l'organe de régulation à Cotonou. Des précisions à travers cet élément. L'autorité de régulation des marchés publics maintient le cap sur la prévention des actes délictueux dans les transactions. Prévention qui passe par la formation d'acteurs aguerris sur toute la chaîne de passation, avec pour enjeu la transparence, l'efficacité et l'optimisation de la dépense publique. Nous allons aborder l'ingénierie de la formation en commande publique, une approche stratégique qui vise à renforcer la capacité des formateurs sur les méthodes et techniques d'enseignement à l'endroit des apprenants, afin d'optimiser chaque étape du processus d'apprentissage et d'enseigner notamment celui adopté aux acteurs de la commande publique, qu'ils soient du secteur public, du secteur privé ou de la société civile. Nous aurons l'e-procurement, qui est la dématérialisation des processus de passation de contrôle et d'exécution des marchés publics. Cette formation s'étale sur plusieurs semaines. Les acteurs en immersion sont appelés à maîtriser les outils nécessaires à une gestion exemplaire des ressources publiques. Aujourd'hui, on parle de la dématérialisation des marchés publics. C'est un outil qui va faciliter le métier d'achat public au Bénin. Il y a beaucoup d'avantages sur le plan transparence, sur le plan amélioration de la concurrence. C'est un moyen de bonne gouvernance qui va sans doute avoir un impact positif sur la commande publique au Bénin. Ces classes sur les marchés publics s'intègrent dans une politique globale d'amélioration de l'environnement des affaires au Bénin. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption a fait mardi dernier une déclaration de presse suite aux déclarations publiques tenues par l'ancien ministre Paulin Akbouna de l'énergie, de l'eau et des mines le 21 juin dernier. La mise en place d'une commission de vérification des projets d'investissement en eau et énergie dans la commune de Parakou a donc sanctionné cette déclaration. Une équipe de notre rédaction était sur les lieux et a recueilli les propos de Jacques Migan. Pour plus de détails, suivez plutôt. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a suivi par voie de presse les récentes déclarations publiques de M. Paulin Akbouna, ancien ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, prononcées à l'occasion de sa tournée dans la ville de Parakou le 21 juin 2025. À cette occasion, M. Paulin Akbouna a évoqué de graves irrégularités portant sur le détournement présumé de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA
destinés au secteur de l'eau et de l'électricité, sous la gestion antérieure du ministère depuis 2016. Au regard de ces allégations et conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa 1er de la loi numéro 2020-09 du 23 avril 2020 portant création, mission, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin, le HCPC, dans l'exercice de ses attributions, entend recueillir à titre d'information et pour besoin d'analyse les éléments afférents à ce dossier au niveau du ministère de l'Énergie, de l'eau et des mines. Cette démarche vise à permettre au Haut Commissariat d'apprécier avec objectivité les faits rapportés et le cas échéant d'évaluer les dispositifs institutionnels et administratifs de prévention de la corruption en vue de formuler des recommandations pertinentes ou des solutions correctives appropriées. Dans ce cadre, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a mis en place une commission de vérification des projets d'investissement en eau et énergie dans la commune de Parakou. Cette commission est composée d'experts multidisciplinaires. Il s'agit de M. Alessandre Dagba, inspecteur d'État, président de la commission. M. Eloge Francis Attade, expert en gouvernance, rapporteur. M. Moussa Machoudi, ingénieur en génie électrique, membre. M. Glé Badja, ingénieur en eau et assainissement, membre. M. Dossou Kebo, Assuérus, analyse financier, contrôleur de gestion, membre. M. Horace Adoukonou, spécialiste en passation des marchés publics, membre. Madame Gracia Djinakou, spécialiste en suivi et évaluation, membre. La dite commission, mesdames, messieurs, a un délai de 4 semaines pour déposer son rapport et démarre effectivement ce jour, 1er juillet 2025. On parle de célébration à présent. Le peuple batonou, riche de ses traditions et de son histoire, célèbre chaque année avec fierté et ferveur l'arrivée de nouveau cycle, le Nouvel An batonou. Bien plus qu'une simple fête calendaire, cet événement symbolise le renouveau, la gratitude aux ancêtres et l'unité communautaire. Un prince Wassangari nous parle du Nouvel An batonou au micro de ZAE-TV Parakou. Le Nouvel An batonou date des siècles et des siècles. C'est une tradition ancestrale que nous perpétuons, que nous pérennisons. Le mois lui-même est appelé Donkonro ou Donkonsuru, soit disant au passage qu'on a également 12 mois lunaires. Et entre griffes, le premier mois, c'est le Donkonro. C'est-à-dire on commence par le Donkonro et on évolue jusqu'à la fin. Le Donkonro intervient quand on parle de la manifestation elle-même. Le Donkonro intervient le 9e jour du mois lunaire. Et là, nous sommes dans le calendrier lunaire. Le batonou, comme d'autres peuples africains ou d'autres civilisations négro-africaines, utilise le mois lunaire. Ce n'est pas le mois calendaire, c'est le mois lunaire. Et nous avons le mouvement de la lune permet donc de dater des faits. Donc le Donkonro, quand le croissant lunaire apparaît,
On commence par compter premier jour, deuxième, troisième. C'est au 9e jour qu'on célèbre donc cette fête-là qu'on appelle Donkonro. Donkonro, en fait, c'est un peu comme le bilan de toute l'année qui s'est écoulée et en même temps la projection de l'année nouvelle. Donc c'est un carrefour, c'est un point d'intersection. L'année écoulée est peut-être jonchée de faits malheureux, d'incidents, d'accidents, de ci, de ça, des pandémies, un peu de tout ça. Donc, on s'arrête en quelque sorte pour faire un bilan, mais ce bilan-là, il est rituel. On sollicite les membres des ancêtres, on sollicite les pouvoirs spirituels pour nous accompagner dans ce sens-là. Donc, c'est pourquoi on jette ce feu-là. Et comment est-ce que ça se fait en réalité en milieu bâtonneau? C'est une touffe d'herbe sèche ou la paille qu'on cherche ou le fagot, c'est-à-dire le bois de chauffe. On peut les utiliser comme ça parce que autre temps, autre mœurs. Donc ces trois éléments-là peuvent se remplacer l'un à la place de l'autre. Donc quand on a ça, soit la touffe d'herbe séchée, donc on le sait déjà dès que le croissant apparaît, ou le bois de chauffe, ou la paille, c'est l'autorité de la localité, du village ou de la campagne. Quand on parle de l'autorité, ça peut être le chef coutumier, dans la plupart des cas c'est ça, le chef coutumier, le chef de culte, le chef traditionnel ou le roi. Mais il faut aussi comprendre que partout où il y a un roi en milieu bâtonneau, très souvent il y a des chefs de culte. Chefs de culte, une petite parenthèse, c'est des gens qui sont les premiers occupants en réalité, ou qui détiennent les pouvoirs spirituels. Et parmi ceux qui détiennent le pouvoir spirituel là, c'est parmi les premiers occupants qui connaissent bien le milieu où ils vivent. Les cours d'eau, les reliefs, je ne sais pas, la végétation, tout ça. Ils savent là où ils vont faire leur sacrifice pour que Dieu exauce leurs prières. Donc ils maîtrisent le milieu. Ils ont le pouvoir spirituel. Donc c'est les détenteurs de pouvoir spirituel, parce qu'il y a aussi, je le dis, parce qu'il y a aussi des autorités administratives, entre griffes, administratives en milieu traditionnel. Ils sont là pour l'administration, mais en réalité ne sont pas les premiers occupants et ne maîtrisent pas le pouvoir spirituel pour pouvoir bénir ou maudire une quelconque personne ou bien intervenir de façon spirituelle dans un contexte donné. À Cotonou, les clubs Lyon et Léo de la zone 11 du district 403 à 4 ont tenu il y a quelques jours leur 4e et ultime réunion du comité consultatif du gouverneur. Un rendez-vous stratégique placé sous le signe du bilan de reconnaissance et de la projection. Plus de détails à travers cet élément signé ESAE TV. Le rideau se referme progressivement sur l'année Lions 2024-2025. C'est à cet effet que les clubs de la zone 11 du district 403 à 4 se sont réunis à Cotonou pour la 4e et dernière réunion du comité consultatif du gouverneur. Une rencontre stratégique placée sous le sceau du bilan, de l'évaluation des actions menées et de la projection vers l'avenir. Je veux tous vous remercier d'avoir contribué, au bon fonctionnement de notre mandat. Sur les objectifs, à part les points où nous avons fléchi, on a bien travaillé, on peut s'en féliciter parce que les chiffres ne mentent pas. Je pense que si on met tout ensemble bout à bout cette année, c'est le patronat qui est la chose la plus importante. Présidé par le Lion Jean-Christian Amelina, président de la zone 11, cette réunion a rassemblé les responsables des clubs Lions et Léo de la zone autour des grandes réalisations, des défis et des perspectives pour renforcer leur engagement communautaire. Il faut continuer à travailler ensemble, les clubs de travailler ensemble. Seuls, vous ne pouvez pas. Nous demandons aux mêmes personnes les moyens. Si nous allons en groupe pour demander les moyens, on va demander gros, on aura gros. Mais si on va en disperser, on ne va pas pouvoir travailler. Et il faut suivre beaucoup les plans de formation. Et une fois encore, j'ai parlé beaucoup de l'apport intellectuel. Vos membres des connaissances que l'association cherche, utilisez-les. Au total,
11 clubs membres de la zone présents à cette rencontre. Ces clubs ont au cours de l'année multiplié les actions sociales dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la lutte contre la faim et de l'environnement. À cette rencontre, les Léo Clubs étaient également représentés. Leur engagement, salué par les Lions, traduit une volonté ferme de préparer la relève avec dynamisme et innovation. Parmi les figures marquantes de cette réunion, les Lions Francine Toupé Enialoko, présidente fondatrice du Lions Club Cotonou à Godié. Cette dernière réunion, on va dire, était conviviale. Ça a permis de faire le bilan des activités. Ça a permis également de remercier OPZ, de remercier tous ces présidents, parce que c'est important quand vous travaillez avec quelqu'un en équipe pendant un an. Il est de bon ton quand même de pouvoir dire ce petit mot. Merci. Dans une ambiance conviviale et très studieuse, les Lions de la zone 11 ont ainsi validé les rapports d'activité, discuté des recommandations et célébrer les réussites de l'année. Je suis globalement très satisfait du travail abattu par les clubs de ma zone. Nous avons coché presque toutes les cases, mais sur 100%, on va dire qu'on a atteint les 90%. Nous avons connu un gros accroissement d'effectifs. On a vu la naissance d'un Léo Club, la création d'un Lions Club et des œuvres à record de plus de 90 millions de francs CFA, ce qui pour nous est vraiment un motif de satisfaction. Le passage de témoins s'annonce prometteur pour le mandat à venir, sous le signe du service et du leadership éclairé. Actualité hors de nos frontières à présent, l'Union démocratique des bâtisseurs UDB, c'est le tout nouveau parti politique créé par l'actuel chef de l'État gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema. La sortie officielle de ce parti a eu lieu ce samedi 5 juillet au cours d'une assemblée générale constitutive devant plus de 10 000 Gabonais rassemblés dans le palais des sports. Malgré une forte présence d'anciens cadres du Parti démocratique gabonais, Oligui Nguema a annoncé que son parti prône la rupture. Le parti devrait présenter ses candidats aux élections législatives et locales prévues dans les 3 mois si le ministère de l'Intérieur lui délivre toutes les autorisations. Autre information hors de nos frontières, le Dalai Lama a fêté ses 90 ans ce dimanche en simple moine bouddhiste avec une prière en faveur de la paix au terme d'une semaine de célébration dans les contreforts de l'Himalaya indien où il vit en exil. Les psalmodies de moines bouddhistes ont résonné depuis le monastère de McLeod-Chekong dans le nord de l'Inde où le Dalai Lama passe l'essentiel de son temps depuis sa fuite de la répression chinoise de 1959 à Lhasa au Tibet. Né le 6 juillet 1935, Tenzin Gyatso est devenu, dès l'âge de 2 ans, le 14e chef spirituel et politique des Tibétains, dûment identifié par la tradition bouddhiste comme la réincarnation de son prédécesseur. Actualité sportive, le Bénin se prépare activement pour effectuer ses premiers pas dans une Coupe d'Afrique des Nations mini-football en Libye à partir du 14 juillet prochain. À quelques jours de cette joute, Jamais Ouanvouegbe, président de la Fédération béninoise de mini-football, fait le point sur les préparatifs des guépards mini-footballeurs et dévoile les objectifs du Bénin. Ces 15 joueurs ont commencé la préparation proprement dite depuis environ 2 mois et demi. Et du coup, cette préparation se passe avec une planification faite par les entraîneurs. Effectivement, le calendrier se déroule normalement. Il y a eu 3 matchs amicaux, il y a 2 victoires et une défaite. Ensuite, il y aura bientôt le vendredi prochain, dans quelques jours, également un 4e match amical à René Pleven, à Papa, contre également une équipe compétitive. Voilà, donc
Les séances d'entraînement, les séances de préparation se poursuivent normalement à la plage, comme sur le terrain, dans les conditions possibles pour avoir une équipe compétitive. La CAN de mini-foot est une grande CAN et 16 pays africains prennent part à cette CAN. Et du coup, le groupe dans lequel le Bénin est logé, c'est un groupe fort, c'est un groupe très fort. Et du coup, nous devons rassurer non seulement le peuple béninois, notre pays, le Bénin, les amis mini-footballeurs, que nous sommes capables de relever le défi. Voilà pourquoi les sélectionneurs, le staff technique continue par travailler pour qu'on puisse réellement sortir tête haute. Nous, c'est la première participation. Vous voyez, il y a des pays qui ont commencé avec nous, avant nous, mais aujourd'hui, nous sommes capables de montrer de quoi nous sommes. Nous sommes capables de montrer ce que nous avons pu faire pendant toute cette préparation. Nous devons atteindre la phase de demi-finale. Et pour atteindre cet objectif, il va falloir travailler et encore travailler pour atteindre cet objectif. Donc, nos attentes, sans vous mentir, le comité exécutif rêve de voir les Guépards de mini-football à la finale. Nous rêvons d'aller à la finale et je crois que notre rêve sera réalisé. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous et bonne semaine.